c'est pas cette production. Pierre en compagnie. Tout le monde est à l'antenne. Donc vous regardez pas parce que c'est une émission de radio en fait. Donc il n'y a pas de décibels. Bonjour, bienvenue à tous. Donc cette grande émission de Radiolette 59.9 FM. Alors aujourd'hui encore Radiolette, la radio des toilettes, encore des débats sur les toilettes comme tous les jours. Donc de 10h moins quart jusqu'à je ne sais pas quelle heure. On sera peut-être coupé par la production Pierron, nous n'espérons pas. Donc aujourd'hui pour animer avec moi, donc Adrien, et donc moi c'est Adrien et donc notre célèbre Rémi. Bonjour Adrien. Bonjour Rémi. Et donc aujourd'hui nous allons parler des toilettes avec des invités qui sont tous spécialistes dans ce domaine, de grands éducateurs spécialisés, de grands éducateurs en formation, hein, qui nous allons nous parler de tous ces domaines. Donc on va peut-être commencer par le domaine de la santé et l'hygiène dans les toilettes, vu qu'on en a parlé un peu avant. Avant, non? Ah oui, présentez-vous. Alors allez-y, présentez-vous. Alors Thibaut Vénier, éducateur en formation, première année, apprenti en maison d'accueil spécialisé. Lucie Kozik, éducateur en formation, en stage dans un foyer de vie pour adultes handicapés. Putain, vous êtes un homme. Éducatrice. Jonathan Deblemester, apprenti éducateur en IE2. Julien Quinet, apprenti élève éducateur en stage en accueil de jour avec un public adulte handicapé. Abdulatif Mouna, éducatrice en formation, en stage dans un foyer de vie pour adultes déficience intellectuelle. Donc il y a Mouna, éducateur en formation, donc en stage en ITEP sur un groupe d'enfants de 9 à 13 ans. Donc voilà, merci. Donc aujourd'hui, donc, on a beaucoup de monde autour de cette table. Donc est-ce que vous pourriez nous parler, vous, de vos toilettes au quotidien et quel est ce rapport à la santé, à l'hygiène que vous pouvez voir au quotidien dans ces toilettes? Alors, dans les toilettes, on remarque que dans beaucoup de structures, la toilette n'est pas seulement un moment d'hygiène, mais aussi un moment de soins, un acte de santé qui permet d'accompagner, de vérifier que les personnes n'ont pas de problèmes particuliers, ou par exemple aussi ça peut être par exemple des grains de beauté qui ont grossi, qui n'existaient pas avant, ou des fissures ou autres blessures. Ouais, en fait, plus particulièrement, par exemple, pour moi qui suis en masse, le moment de la toilette permet un contrôle, notamment au niveau des escarres, puisque les personnes handicapées restent longtemps dans la même position, un contrôle au niveau des maladies de peau, au niveau de tous les actes de santé. C'est vraiment un contrôle de santé, en plus d'être un acte du quotidien de la toilette. Et ce contrôle apporte donc aussi un confort de vie parce que ça nous permet donc de repérer des problèmes et par là de les soigner et de permettre aux personnes d'être mieux dans leur quotidien. En vous écoutant parler de vos expériences, Vous pouvez parler normalement, on n'est pas sur France Culture. Hein. On est sur Radiolette. la radio des Toilette, voilà. Oui, donc en écoutant vos discours sur les masses ou alors les foyers de vie, en ayant une expérience en MEX, je m'aperçois qu'en fait, l'accompagnement en toilette ne se fait pas de la même manière. Vous accompagnez, vous faites partie intégrante de la toilette, alors que nous, on est plus dans l'accès à l'autonomie, on les laisse faire, et puis donc, il y a un suivi un peu moins lourd. On veut dire que finalement, selon les structures, le suivi au niveau des toilettes n'est pas forcément le même. Voilà. C'est ça. C'est moins médical, je dirais. Moins médicalisé finalement en fait. En ITEP, on accompagne les enfants à la toilette en fait. Donc se laver, on vérifie que le gamin parvient avec un savon pour aller se laver, c'est mieux. C'est plus pratique. Et pareil pour le brossage des dents, ce qui fait partie de la toilette, on accompagne. On n'a pas un point de vue sur la santé, sur le médical. Après, justement, nous, c'est totalement l'inverse, où le médical est prégnant et on peut notamment le constater, par exemple, avec... donc nous, il y a l'institution, la direction qui a mis en place des moyens de contrôle. Donc, par exemple, le professionnel qui va effectuer la toilette, qui va effectuer le brossage des dents, doit bien marquer ses initiales dans un tableau, et écrit c'est moi qui ai pris en charge la toilette, qui ai pris en charge, pour qu'il y ait cette notion de contrôle, puisqu'il y a une importance en termes de santé, de suivi de médical. Donc, on voit très bien que selon le public, selon l'institution et les règles, la toilette prend une dimension de santé.
J'ai vu Mouna que vous vouliez parler tout à l'heure. Oui, effectivement, en étant sur mon lieu de stage, j'ai observé qu'il était un peu difficile pour nous de faire cet accompagnement aux toilettes. Parce que voilà, on avait, dans notre parcours de notre formation, on n'avait pas ne serait-ce qu'un module sur les techniques à la toilette et tout, donc c'était un peu compliqué d'intervenir dans l'accompagnement à la toilette. Parce que c'est beaucoup plus spécifique sur les adultes handicapés comme vous suivez. Donc voilà. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord, et même sans parler forcément d'adultes handicapés, c'est vraiment une spécificité, une technicité de la toilette qui a un apprentissage. Nous, dans nos équipes, on est composé, les ES sont représentés en unité, il y a des aides-soignants, il y a des AFP qui, eux, dans leur formation, ont vraiment des modules d'apprentissage de la technicité de la toilette. Par exemple, il faut prendre deux corps toilettes différents, un pour le haut, un pour le bas, il y a un sens, il y a vraiment un ordre chronologique dans la toilette. Donc, bon, si plus personne n'a rien à dire à ce sujet, on va faire une petite page de pub et on enchaînera ensuite sur le lien éducatif. Marre de compter le dos de votre conjoint? Marre de galérer à accéder au moindre recoin? Facilitez-vous la vie. Achetez le Lavic de Karcher. Et du produit de l'année par Nicolas Sarkozy. Radiolette, la radio des toilettes. Donc, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent maintenant, à ceux qui nous suivent depuis le début. Donc nous allons parler maintenant du lien éducatif qui se crée lors de ces toilettes. Donc je pense que vous, dans votre travail, dans vos stages, vous avez vu ce lien éducatif se créer, vu qu'on en parlait en pré-réunion. Qu'est-ce que vous considérez comme... qu'est-ce qui est important dans ce lien éducatif au niveau des toilettes pour vous? L'accompagnement à la toilette, c'est le premier moment relationnel de la journée entre l'accompagnant et l'usager. C'est aussi l'un des rares moments où l'on se retrouve seul avec le résident à l'écart du groupe. Et c'est là aussi où on a un échange, on a une instauration d'une relation qui nous permet d'être à l'écoute de la personne qu'on accompagne. oui, justement, dans cette notion de dualité, on est en face à face avec l'usager, il y a aussi au sens propre, mais comme au figuré, l'usager qui se met à nu devant nous et qui, du coup, la barrière cassée de l'autonomie fait que peut-être c'est un support à la relation, à une relation plus forte, plus profonde, et ça permet aussi de bien commencer la journée, de dire est-ce que tu as bien dormi, comment ça va, qu'est-ce que tu as prévu faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment un lien éducatif qui se crée par ce... Mais à vous entendre, j'ai l'impression que c'est des moments qui prennent du temps. Est-ce que vous avez vraiment le temps, lors de vos toilettes tous les matins, chaque institution a un temps, vous avez des obligations, par exemple pour les enfants aller à l'école, pour les autres les activités. Est-ce que finalement vous avez le temps de faire cet accompagnement? Justement, je crois qu'on est tous, je vais laisser parler mes collègues, je crois qu'on est tous poursuivis par le temps, et c'est peut-être une des principales problématiques de la toilette. La toilette est aussi un moment de confort, de bien-être, et si on le prend comme un acte quotidien, répétitif, qui doit se faire dans la rapidité, on néglige peut-être cette notion de confort, et du coup, le bien-être de l'usager en pâtit. Et moi, je rebondirais sur ce lien éducatif qui est fort présent, j'imagine, en masse ou avec un public qui nécessite un contact physique, il faut les laver, quoi. Et avec les enfants, nous, le lien n'est pas aussi fort, parce qu'on n'accompagne pas dans la salle de bain forcément l'enfant, donc il n'y a pas cette communication qui se crée, ce lien un peu intime, quoi. C'est quand même la nudité, c'est cette relation de, il est tout nu, je lave. Nous, en ITEP, on n'a pas ce lien-là. Finalement, c'est peut-être un respect plus important de l'intimité comparé aux structures médicalisées qui sont plus dans, justement, comme c'est médical, le corps, on est obligé d'aller laver le corps et donc laisser moins d'intimité finalement aux usagers. Après, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que justement, prendre soin du corps et laver un corps entièrement permet à un usager, par exemple polyhandicapé, de prendre conscience lui-même de son corps par le toucher. Parce que justement, ils n'ont pas tout le temps conscientisé ce corps, ce physique. Et la toilette, et le fait d'aller des pieds à la tête permet de justement avoir une approche du corps entier. Voilà, je constate aussi dans le lien éducatif la dimension corporelle aussi, parce qu'il y a un certain refus ou bien de l'agressivité, des fois aussi un remerciement
de la part de la personne qu'on accompagne. Je sais qu'il m'arrive, mes premiers jours où je commençais les toilettes, il fallait que je fasse intervenir l'éducateur pour accompagner quelqu'un qu'on m'avait demandé à l'accompagner à la toilette, où voilà, il ne se laissait pas accompagner, il fallait que j'intervienne, je fasse intervenir quelqu'un qui est déjà dans le quotidien, qui connaît plus la personne, le temps d'instaurer une relation de confiance. Voilà. C'est vraiment l'instauration du lien qui est important. On va faire peut-être une nouvelle petite page de pub avant de passer sur la suite de notre débat. Vous en avez marre de ces enfants qui vous mènent en bateau? Vous voulez être sûr qu'ils se sont bien lavés après être sortis de la douche? Eh bien, pour vous, nous avons une solution. Avec les gels douche coco, sa peau est teintée et bord doré. Vous pouvez être sûr qu'il est bien lavé. Alors, allez dans votre supermarché pour acheter les gels douche coco. Les gels douche coco, le gel douche qu'il vous faut. Radiolette, la radio des toilettes. Et oui, donc nous voilà de retour sur Radiolette 59.9 FM, toujours en direct de l'IRTS, de ce studio d'enregistrement très sympathique. Donc nous allons parler maintenant finalement de l'accès à l'autonomie par la toilette, hein, vu que ça semble être un point important. Donc j'ai reçu un courrier des lecteurs en fait qui voulait nous citer un certain passage, Monsieur Martin voulait nous citer un certain passage de Luca Pataroni, qui vient de Action publique et subjectivité, qui dit ceci. Donc, les lieux d'hébergement social offrent l'occasion d'un rapprochement entre le travailleur social et la personne aidée. Ce travail social de proximité est à la fois nécessaire pour aider les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre de leur autonomie et porteur de certaines menaces au regard des exigences propres à l'autonomie et à la responsabilité. L'intérêt de ce rapprochement réside dans le fait qu'il permet de ménager la personne en tissant des relations de familiarité qui la soustraient momentanément aux épreuves du jugement par le tiers et de présentation de soi en public qui vont ensuite assurer les bases d'un engagement autonome et responsable. Bon, c'est un peu lourd hein, comme ça, hein, c'est vrai que... Mais c'est intéressant ce qu'il dit Luca Pataroni parce qu'on reprend ce lien éducatif qui finalement va mener vers l'autonomie. Donc qu'est-ce qui pousse à l'autonomie dans ces toilettes d'après vous finalement? Alors l'apprentissage est très utile. L'apprentissage consiste à élaborer un processus d'acquisition de pratiques et de compétences. Tout cela à travers l'imitation, l'essai et la répétition de gestes quotidiens. L'accompagnement permet de développer l'apprentissage qui, lui, sera progressif. Cette autonomie se gagne petit à petit et pour cela, il faut respecter le temps accordé aux personnes, comme on l'a vu, ce qui n'est pas toujours facile à respecter, et de plus participer avec elles. La patience est donc une vertu que doit avoir l'accompagnant. Mais cette patience porte ses fruits lorsqu'on observe que le comportement de la personne sera de plus en plus participatif. Et moi j'ai une question par rapport à, par exemple, pour des personnes qui sont dans leur lit, comment on peut les pousser à ce qu'elles deviennent autonomes dans leur toilette alors qu'elles ont déjà du mal à bouger, tout ça. Donc est-ce que vous avez des moyens sur le terrain pour les aider justement dans leur toilette, pour certains cas par exemple? Moi par exemple, pour certaines personnes, la toilette intégralement c'est impossible puisque justement le manque de mobilité, de motricité ne permettra pas à cette personne de se laver elle-même. Mais il y a sur des petits, donc la toilette ça englobe aussi le lavage des dents, se coiffer, se raser, se maquiller. Et donc pour moi par exemple pour le lavage des dents, donc on a pu mettre en place différents outils. Donc par exemple une feuille accrochée juste à un miroir avec les étapes à suivre, donc encore un déboucher de dentifrice, en 2 mètres de l'eau dans le gobelet. Et par la lecture, donc bien sûr il faut que cette personne-là ait acquis sur la lecture, mais on peut adapter les outils différemment. Et suivre étape par étape et réussir à se brosser les dents elle-même. Après la toilette, en général, globale, c'est peut-être compliqué pour des personnes polyhandicapées, mais il y a quand même des personnes qui arrivent à être autonomes. Vous pensez quand même qu'on peut quand même pousser même ces gens qu'on peut considérer comme en difficulté face à la toilette vers l'autonomie facilement? Bon, on peut faire en sorte de les autonomiser le plus possible. D'accord. C'est aussi une histoire d'adaptation. Une personne qui va être libre, forcément, ne peut pas se déplacer jusqu'à la baignoire. Peut-être apporter une bassine, un gant, etc. Ça permet à la personne qui en est capable de s'occuper d'elle-même, etc. Donc c'est aussi l'autonomie, oui, mais ça peut... il y a une grande part d'adaptation. Ça va valoriser aussi alors. Ça permet de valoriser la personne aussi alors.
Oui, voilà, parce que pour rebondir justement tout à l'heure quand je disais qu'il ne pourrait pas se laver par des problèmes de motricité intégralement, donc justement on a un usager qui se lave lui-même le haut et le bas est lavé par les professionnels. Et donc c'est ce principe de la bassine qu'on lui amène, on lui laisse un temps seul, qui prend soin du haut, il se rase, et nous on s'occupe vraiment que du bas. Donc on s'adapte en fonction de la seniorité des usagers. Donc j'ai entendu le terme valorisation apparaître ici, donc du coup moi ça me fait penser un peu à l'estime de soi. Finalement la toilette, est-ce que ce serait pas le moment adéquat pour travailler sur cette estime de soi que les usagers doivent avoir? Pour reprendre justement sur l'estime de soi, je voudrais d'abord revenir sur le mot estime de l'estime, qui vient du latin ostima, et qui peut avoir deux significations, de déterminer la valeur ou avoir une opinion en soi. Pour moi, l'estime de soi est une composante évaluative de soi. En effet, parce qu'elle renvoie à l'acceptation générale de la personne, c'est-à-dire au degré avec lequel une personne pense avoir de la valeur en tant qu'individu. L'estime de soi, c'est aussi un peu la manière dont les personnes vont nous regarder. C'est toujours social au final en fait, l'estime de soi. C'est le regard qu'on porte sur l'autre, mais aussi finalement, est-ce que la personne qu'on regarde en face, elle a la même estime que ce qu'on considère comme quelqu'un qui n'a pas d'estime pour soi? Est-ce que lui, peut-être que lui, personnellement, il s'estime dans sa position comme il est, par exemple, on va dire c'est pas vous la barbe, mais lui, il s'aime avec la barbe. C'est aussi une question de point de vue. C'est ça, c'est l'estime de soi, c'est aussi le regard de la personne par le regard des autres, mais aussi par rapport à son propre regard. C'est être capable de s'accepter en tant que tel. Et à ses propres normes aussi, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes normes de ce qui est beau, de ce qui est... Et l'estime de soi passe par ce côté, justement, est-ce que je me sens beau, est-ce que je me trouve beau? Donc bon, je pense que cette émission malheureusement va arriver à sa fin parce que nous dépassons le créneau horaire prévu, il y a d'autres émissions prévues par la suite. Donc je vais quand même on va passer un artiste qu'on aime bien ici à Radiolette, MC Sanex. MC Sanex, le grand MC Sanex qui sort son album dans pas longtemps, Une main de fer dans un camp de toilette. Et donc il souhaitait passer un petit extrait de son album, donc Moi j'aime le savon, c'est son titre phare. Bientôt dans les bacs d'ailleurs. Bientôt dans les bacs à douche d'ailleurs aussi si vous voulez faire... Donc voilà, on va finir ce débat et après on ouvrira le standard pour les questions du public. Yo, MC Sanex, la main de fer dans un camp de toilette. Yeah, moi j'aime le savon. Ouais. Restez concentrés. Sanex. Moi j'aime le savon, pourtant je suis pas de Marseille. Tous nous l'avons, mais pas les oreilles. J'aime prendre soin de moi, me détendre dans un bar, me relaxer dans une douche, sentir bon parfum, me faire beau pour une douche. Ouais, MC Sanex. Donc voilà, après cet extrait musical de MC Sanex, nous allons ouvrir le standard. Donc j'ouvre le standard, ouais. Bon voilà, nous sommes sur Facebook, sur le standard, enfin, sur Twitter. Vous pouvez poser vos questions où vous voulez, nous y répondrons, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas beaucoup de public qui nous écoute aujourd'hui, j'ai l'impression, car nous n'avons pas de questions qui viennent. Je vérifie que la ligne est branchée. Ouais, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc peut-être des questions techniques par rapport aux toilettes, des expériences que vous souhaitez partager par rapport aux toilettes, parce que je pense que nous l'avons tous. Un appel? Nous avons un appel. Allez-y, donc présentez-vous madame. C'était une blague. En fait, je voulais revenir sur l'histoire de la formation. C'est vrai que je trouve que, enfin moi aussi, je me suis souvent posé la question de me dire qu'en formation d'AMD, par exemple, avec des collègues, ils ont des formations aux toilettes, tout ça, et aussi au fait de pouvoir porter, comment on porte quelqu'un, etc. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui manque dans la formation. On a beaucoup de théories, dans la formation, on a très peu de gestes techniques, de pratiques, et je pense que ça pourrait être très très intéressant. Parce qu'on apprend sur le tas, on apprend en regardant finalement, on n'a rien de très faire. Au final, vous avez peur de faire des mauvais gestes, de blesser les gens, parce que sur le terrain, finalement, vous êtes obligé de les faire ces gestes, d'accompagner ces gens. En regardant le collègue faire, on se calme sur lui, si lui fait une erreur, on fait l'erreur aussi. Voilà. D'autres questions? Moi, je pense que tout l'intérêt, justement, c'est ça. Je me sens concernée par la formation, puisque je suis formatrice, j'ai oublié de me présenter.
Et en fait, je trouve que justement, tout l'intérêt, c'est que ce sont les AMP sur le terrain qui apprennent les éducateurs spécialisés, ce qui met quand même en valeur la spécificité de leur métier. Si les éducateurs savent faire des toilettes d'emblée comme ça, plus besoin d'AMP, voilà, c'est quand même des métiers différents. C'est ma position. Donc c'est l'importance de la pluralité des métiers, avoir plusieurs postes et apprendre justement sur le terrain selon les besoins. D'ailleurs, les deux personnes qui représentent les éducateurs spécialisés en masse et en foyer de vie, c'est tout à leur honneur de faire des toilettes, mais dans beaucoup de masse et de foyers de vie, l'AMP fait les toilettes et l'éducateur spécialisé conçoit les projets. Il y a le cerveau d'un côté et les mains de l'autre. Moi, je pense qu'un bon éducateur spécialisé, effectivement, il réunit la tête et les mains. Elle a vu aussi, hein. Oui. Non, mais là, je parle des éducateurs spécialisés. Ouais, mais ça a vu aussi. Après, moi, j'ai une remarque aussi, c'est que j'ai pu travailler en tant qu'aide à domicile pendant une période, et dans ce cas-là, il n'y avait absolument aucune formation. Donc là, c'est encore plus grave, dans le sens qu'on est tout seul sur le terrain, et il faut quand même faire des toilettes au lit, etc. Donc ça a été très formateur, forcément, mais ça reste... j'ai l'impression que c'est pas assez pris en compte, en fait, la spécificité des toilettes dans le milieu en général, pas seulement dans les foyers, etc. En théorie, on entend que l'éducateur il en fait pas, c'est la même alors que c'est sur le terrain. Non, ça dépend. Dans Ça certaines va sur donc tu es amené à le faire. Pour rebondir sur la transmission justement de l'AMP à l'éduc, de cette transmission de compétences, moi je suis totalement pour, et après je pense que le piège ce serait de laisser justement cette chose au bon vouloir de l'AMP. Parce que peut-être qu'il n'est pas en capacité de réussir à transmettre comme il faut, peut-être qu'il n'a pas l'envie, qu'il n'a pas... Et donc il y a aussi peut-être ce problème à poser. Après, je suis totalement d'accord pour moi c'est comme ça que j'ai appris à faire les toilettes, c'est par la transmission grâce aux aides-soignants, grâce aux AMP, et qui m'accompagnaient au début dans mes toilettes et que aujourd'hui me laisse totalement en autonomie. Mais moi ça s'est bien passé, mais je pense que ça pourrait bloquer de temps en temps. Donc je ne sais pas si c'est la même solution, en tout cas c'est une bonne piste à envisager. Il est important aussi d'avoir un temps d'observation parce que je sais qu'en arrivant sur mon lieu de stage, il m'a fallu au moins 3 semaines de temps d'observation et vraiment de m'y préparer psychologiquement parce que moi la crainte c'était surtout par rapport au toucher, de voir un corps déformé entre guillemets, et ça nous renvoie aussi à une certaine image, et je pense que le temps d'observation qu'on m'a laissé a été très important pour moi. Est-ce que vous aussi, sur vos structures, vous avez eu des temps d'observation comme ça, où on vous a lancé dedans? Est-ce que vous avez peur des toilettes? Est-ce que vous n'en avez jamais fait? Est-ce que... Ah, un appel. Moi j'ai été plutôt lancée dedans comme ça. Et alors, quel ressenti? J'avais un peu comme Mouna la vue en fait du corps, mais après je me disais que l'important c'était plus le regard que j'avais dans ses yeux et pas sur son corps. C'est finalement ce contact qui se crée avec la personne qui est plus important que l'acte, la vision du corps qui peut parfois faire peur. Justement, pour rebondir sur ça, moi c'était pareil, j'avais cette appréhension-là par rapport au corps, par rapport à la toilette en elle-même, parce que justement, enfin on va pas se le cacher, c'est mettre les mains dans des choses qui, dans nos mains, paraissaient sales. Prendre un appel après. Et finalement, cette appréhension est dépassée, pour moi personnellement, c'est dépassé une fois devant le fait accompli, qu'il faut faire la toilette, on se met dans la tête que c'est pour le bien-être de la personne, qu'on ne peut pas la laisser souiller dans un change sale, et que donc il faut, c'est pour elle, c'est pour son bien-être, et qu'après on a toute cette notion éducative, d'entrer en relation, de pouvoir partager. C'est un moment privilégié où on est à deux, cette appréhension peut se dépasser, en tout cas ce qui passait personnellement pour moi, et j'espère que ce sera pour la quasi-intégralité de ceux qui seront confrontés à ça. Donc nous avons du monde au standard, je vois donc qui est au téléphone. Allez-y. Moi je vois que je travaille en ex et que les toilettes avec les enfants, c'est vrai qu'on les fait pas, ils les font, après c'est vrai qu'on vérifie plus parfois l'hygiène est correcte, mais on ne va pas avec eux. Après c'est vrai que si on est plus petit, ça va nous arriver d'aller les laver pour qu'un coup, voilà, ils soient bien lavés dans tous les coins. Mais aussi c'est arrivé qu'on ait des enfants qui se cassent par exemple la jambe ou le bras, et qui ne peuvent pas se laver. Donc bien là il n'y a que les éducateurs dans nos structures, mais c'est à nous forcément de faire leur toilette parce qu'ils ne peuvent plus le faire seuls. Donc après c'est vrai qu'on envers un enfant, ça ne m'a pas du tout dérangé, c'est pas pareil. Puis c'est vrai qu'on les connaît, exemple, on est tout le temps avec eux au quotidien, mais moi c'est vrai que par rapport à des adultes, j'ai un peu d'appréhension, et je suis pas sûre de pouvoir le faire à des adultes. C'est comme tu dis justement
que tu les accompagnes pas, quel moyen tu as de vérifier qu'ils se sont bien lavés et est-ce que vous avez mis en place des choses pour justement leur apprendre à bien se laver? Ou est-ce que juste vous les envoyez Non, j'ai jamais travaillé en mec. Non, après, c'est vrai que nous, il y a un bloc avec 2 douches et une baignoire. Nous, il y a toujours quelqu'un de présent pendant qu'ils prennent leur douche, donc en cas de besoin, de problème, de quoi que ce soit, on va les aider. C'est vrai que des fois, les filles avec leurs cheveux, elles ont besoin d'aide pour les rincer, ou des fois, voilà, il y a des petites choses, donc on va les aider. Je veux dire, là-dessus, il n'y a aucun problème. De temps en temps, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, il y a une éducatrice qui doit peut-être aller dans la douche avec les plus jeunes pour voir comment ils se lavent, leur donner des conseils. Après, c'est vrai que sur les plus grands, on a des ados de 13-14 ans, mais quasiment on n'est que des filles sur mon équipe. On a des garçons de 13 ans, donc on ne peut pas se permettre de rentrer dans leur douche. Donc c'est vrai qu'eux, après, on leur explique, on leur dit que c'est important, on leur donne des conseils. Après, c'est entre guillemets un peu leur problème. On ne peut pas rentrer dans les douches avec eux, c'est une question d'intimité aussi. Et le respect qu'on veut avoir envers eux, je veux dire, ils sont pas aussi capables de se laver seuls, donc on les laisse faire. Avec un contrôle, je veux dire, on les envoie quand même à la douche et ça. Après, ils font pas, mais on les y envoie. Et après, sur les petits, voilà, de temps en temps, on vérifie, ou on leur donne un petit coup de main, ou des choses comme ça. Encore des gens au standard par là-bas. En fait, je pensais que le temps d'observation n'est pas uniquement, je pense, nécessaire au fait de se dégager de cette appréhension du corps de l'autre et du corps différent, mais c'est aussi surtout important par rapport aux gestes techniques, quoi, parce que, par exemple, moi je suis en IEL avec des adolescents qui ont un handicap moteur, parfois on a des jeunes qui sont arthrodénés, donc qui ont une barre dans le dos, une barre de fer dans le dos, ou des choses comme ça, et si on les manipule mal, ça peut leur faire très très mal, voire avoir des conséquences graves, quoi. Donc c'est surtout par rapport aux gestes techniques que je parlais de formation, de choses comme ça. Ou alors ne pas faire ces choses si tu n'as pas eu la formation. Voilà, ou alors quelque chose comme ça, mais on n'a pas le choix. Camille, tu peux aussi poser une question depuis tout à l'heure. Camille levait la main depuis longtemps. Ouais. Alors, en fait, moi je vais réagir, c'est pareil, j'étais un peu dans les temps, on m'a expliqué vaguement l'oral, l'évidence physique, etc. Et je trouve qu'il y a un décalage entre les professionnels, les adultes et nous, les études, on fait la même chose, mais je veux dire, il y en a qui, par exemple, ne favorisent pas vraiment l'autonomie, qui ne font pas de la même façon la toilette, et du coup, au niveau de l'évolution de l'enfant, il avance un peu même s'il y a un manque de communication au niveau des toilettes. Je suis totalement d'accord sur ce principe-là où justement l'accompagnement à la toilette n'est pas forcément institutionnalisé dans le sens de l'accompagnement propre et qu'on n'y met pas tous le même pour derrière. C'est peut-être pas forcément dû au corps de métier, mais plus à la personnalité du professionnel accompagné. Et je sais que certains essaient de mettre du sens dans ce processus d'accompagnement à la toilette et d'autonomisation, et d'autres font cet acte comme un acte du quotidien rapide et voilà, il faut laver, il faut faire, on fait et c'est fini. Donc, encore 2-3 appels parce qu'il va être pris par le temps. Donc il y avait Louise qui souhaitait nous parler. C'est juste que ça fait quand même plusieurs fois que j'entends, oui, mais dans ce cas, si tu n'as pas la formation, tu le fais pas. Je me demande, l'usager, en nous demandant quand même, mets-moi aux toilettes, parce que moi personnellement, c'est la mise aux toilettes, c'est pas des toilettes. Je lave, non, c'est la mise aux toilettes. C'est quand même un grand effort pour lui, ça lui demande beaucoup. Je pense que c'est une marque de confiance, le fait de lui dire viens m'emmener aux toilettes, on rentre dans son intimité. Au niveau empathique, il faut se mettre à sa place. Et je me dis qu'en tant qu'éduxpé, regarder cette personne-là et lui répondre écoute, je n'ai pas la formation, non, demander une amitié. Après, la question c'est est-ce que c'est. Quand même la discussion. Après, c'est vrai que comme je rejoins Marvin, n'importe quoi. je rejoins Camille dans le sens où, comme je n'ai pas eu de formation, c'est vrai que je me suis fait extrêmement mal.